Chers amis, au nom de l'Université du Troisième Âge, me permet de le faire au nom de l'Université du Troisième Âge, je dois vous remercier d'être venus si nombreux malgré le beau temps, parce que, évidemment, nombre d'entre vous ont probablement préféré la promenade au bord du lac et à la campagne que de venir écouter un exposé qui pourtant sera sûrement passionnant sur la route du Gruyère, cette route mystérieuse pour nombre d'entre nous qui va de Gruyère, au pied de ce fameux château de Gruyère, jusqu'à Lyon, puisque semblerait-il, ce sont les Lyonnais qui ont fait découvrir à la France le Gruyère. Mais ça, c'est le sujet de notre ami Patrick Ruda. Patrick Ruda est conservateur du musée de Charmey, dans le pays de Gruyère, et il a fait des études d'histoire de l'art et en particulier, il a travaillé sur le groupe de Saint-Luc et peut-être certains d'entre vous se souviennent d'une excursion qu'avait organisée M. Niffler dans les églises du groupe de Saint-Luc qui, dans le canton de Fribourg, ont manifesté du renouveau de l'art sacré. Et Patrick Ruda est un des pionniers de la redécouverte de ce mouvement et des études consacrées à ce mouvement du groupe de Saint-Luc. Il se consacre donc à ce délicieux et charmant musée qui est le musée de Gruyère, et il a été journaliste auparavant, et de cette formation de journaliste, on lui a conservé en quelque sorte une charge, puisqu'il est maintenant le responsable de la communication du parc régional de la Gruyère. Donc, double casquette pour notre conférencier, et peut-être ajoute-t-il une troisième casquette ou une meule de gruyère au revers de sa chemise, puisqu'il se fait presque l'ambassadeur du comité, ou ça s'appelle d'ailleurs la confrérie de Gruyère, car au moment où nous avons fixé cette conférence, nous ne savions pas qu'il allait y avoir un événement intéressant, c'est-à-dire que la confrérie et le comité, la confrérie, puisque c'est le nom qu'il se donne, de Gruyère, allait fêter le 10e anniversaire de la désignation du Gruyère comme AOC, appellation d'origine contrôlée. Et pour cela, cette société a décidé de reconstituer ce que nous allons voir, ce que nous allons entendre, ce qu'on va nous expliquer, c'est-à-dire la route du Gruyère, depuis Gruyère jusqu'à Lyon, et l'histoire assez merveilleuse des barons du fromage que nous allons entendre grâce à M. Ruda, vous sera ainsi plus familière, puisque du 12 au 21 mai, cette fameuse route de Gruyère qui va nous être expliquée va être remise à l'honneur, et il va y avoir des meules de Gruyère qui vont donc traverser d'abord la Suisse, embarquer à Vevey sur le lac, venir jusqu'à Genève au quai du Mollard, et l'étape genevoise aura lieu très précisément le 15 mai, et vous pourrez déguster du Gruyère à satiété ce jour-là. Donc regardez la presse et pour voir ce qui se passera pour l'étape genevoise du Gruyère. Ensuite, ces meules de Gruyère vont reprendre la route, pas à dos de mulet, peut-être pas, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, jusqu'à Seyssel. Et puis de Seyssel, l'embarquement des meules de Gruyère se fera sur des bateaux qui vont remonter, enfin, qui vont descendre le Rhône jusqu'à Lyon, où il y aura donc des grandes fêtes du Gruyère le 21 mai, une espèce de grande manifestation, je ne sais pas, un conclave du Gruyère ou quelque chose comme ça, après force dégustation sur la place Bellecour. Donc vous voyez que en venant à cette conférence, vous ne vous doutiez peut-être pas que vous alliez tomber dans une actualité très proche, puisque donc entre le 12 et le 21 mai, cette route du Gruyère qui va nous être expliquée maintenant par un connaisseur, eh bien, nous pourrons la vivre en quelque sorte en direct, et cela sera sûrement très intéressant et viendra compléter de façon vivante cette conférence qui, elle, fort illustrée, nous aura déjà mis l'eau à la bouche. Voilà. Bonsoir, bonjour plutôt, mais
comme on est un peu dans la nuit, je fais des confusions, puis j'ai une petite inquiétude encore avec la technique, parce que j'ai l'impression que je ne peux pas passer mes vues, mais... Voilà, je ne sais pas. Allons-y, commençons. Il arrive, oui, oui, mais il va faire ça avec beaucoup de doigté. Je m'en sors mieux pour le découpage du fromage. Visiblement, voilà, c'est bon? On revient en arrière, merveilleux. Petite précision pour commencer, il y a quelque chose de compliqué dès qu'on sort de la Gruyère, c'est cette appellation Gruyère. La Gruyère, c'est une région, c'est un district depuis 1848. C'est un fromage qui s'écrivait dans le temps avec un G minuscule. Depuis qu'on a mis l'AOC, il faut mettre le G majuscule, sinon on est tensé par l'interprofession du Gruyère, et ça s'appelle le Gruyère AOC. Sauf que quand vous en achetez ici à Genève, contrôlez bien sur l'emballage, il peut avoir été fabriqué au Jura, il peut être fabriqué à Neuchâtel. La zone AOC de ce gruyère est beaucoup plus large que la Gruyère elle-même, qui est un district du canton de Fribourg, qui jouxte le canton de Vaud et le pays d'en haut. Ces petites remarques auront de l'importance tout à l'heure, puisque dans l'époque où je vais vous emmener, soit le XVIIIe siècle, le canton de Vaud était plus bernois que vaudois. Et puis c'est aussi une commune, si on lui rajoute un S, Gruyère avec S, c'est la commune où se trouve le château. Alors ça étonne toujours les Fribourgeois quand il y a des mélanges comme ça entre le château de Gruyère, le fromage et la région. Ce que vous voyez sur l'image, c'est un chalet où on fabrique encore du gruyère. Toutes les images que je vous montrais viennent d'un fonds photographique qui appartient à mon musée, et ce sont des photos qui ont maintenant plus de 100 ans, puisqu'elles ont été faites entre 1880 et 1916, date de son décès, par un richissime Français qui avait acheté la majorité des chalets de la Gruyère. Sur une commune comme Charmey, la plus grande du canton de Fribourg, il possédait 80% de la surface utile, c'est vous dire. Et nous allons justement, nous, définir cet âge d'or du gruyère, parce que le gruyère a connu un véritable âge d'or qui a laissé des traces, qui laisse des traces dans le paysage de notre gruyère, et qui a généré ces fameux barons du gruyère. C'est un nom qu'on leur a donné en Europe d'une manière générale, parce qu'ils se sont constitués une véritable fortune, une fortune considérable. Cela commence à la fin de la guerre de 30 ans, 1648 pour ceux qui l'avaient oublié, et ça va aller jusqu'à la Révolution française. Là, je pense que je n'ai pas besoin de vous donner la date. Et l'exportation de cette Révolution française chez nous, qui est 1798, les Français, dit-on, appelés par les Vaudois, on n'en est pas très sûr, viennent libérer Lausanne et se retrouvent 3 jours plus tard à Zurich, et la Suisse devient une république helvétique. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler tout à la fin de la conférence, puisque ce sera la fin de l'histoire de nos barons du fromage. On possède beaucoup plus d'informations sur le XVIIIe siècle qu'auparavant, parce que la vraie période d'or, ça va être ce XVIIIe siècle. Il en va un peu autrement pour la population. Là, c'est toujours difficile d'avoir des informations sur comment les gens ont vécu cette période-là. Pour tous ceux qui n'en ont pas tiré des revenus immédiats et un bénéfice, parce que comme dans toute histoire, le compte est magnifique, mais la fortune, elle n'est pas également répartie en tous les habitants de la Gruyère, vous l'imaginez bien. C'est tout particulièrement de ce siècle d'or en Gruyère et du Gruyère que je vais vous parler. On va lever le rideau un peu comme un théâtre sur une pièce en 5 actes. D'abord le décor, cette économie alpestre, son évolution vers un marché qui va devenir plus que fructueux. On va parler des propriétaires d'alpage, ceux qui s'en sont mis plein les poches,
Et puis les ammodiataires, c'est-à-dire les loueurs, ceux qui louaient les montagnes et qui faisaient le travail, ils ont certainement le rôle principal, c'est eux qui fabriquaient le fromage, mais eux étaient certainement du mauvais côté du chalet. Les marchands et leur marché, puisqu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est fabriqué, le fromage, il n'est pas consommé chez nous, il n'est pas consommé en gruyère. Ce qui est consommé en gruyère, c'est ce qui reste dans la chaudière une fois qu'on a sorti le fromage, le petit lait et le sérac. Et puis le paysan, celui qui vit dans le pays, celui qui finalement a parfois fait les frais du voyage du fromage. Voilà, alors j'ai compris, c'est que quand je m'avance, je touche, quand je touche, on va trop vite. Alors on va revenir en arrière. Voilà, les barons du fromage, premier paragraphe, première partie, l'économie alpestre fructueuse. On voit là le chalet du Lapet, qui est un des chalets les plus célèbres de la Gruyère, qui vient d'être défiguré. Alors ça, c'est terrible, on vient de lui mettre un toit en tôle de Shanghai. Voilà. Il était en pavillon, et on voit là une caractéristique très particulière à ce chalet, il n'est pas en bois. C'est un des rares qui est construit en pierre, mais il est situé tout près des Gastklosen, qu'on voit derrière, il est situé tout près des pierriers, et ça montre une des caractéristiques de ces constructions, c'est qu'on construit avec les matériaux que l'on trouve sur place, puisque là on est à pied à peu près à 2 heures de la civilisation, donc il faut transporter tout à dos d'homme ou à dos de bêtes. Aujourd'hui il y a quelques routes, mais enfin il reste quand même passablement de chemin. Et cette photo est intéressante, elle date de 1895, 1795 ce sera un peu vite, et elle montre une chose, on a souvent dit, souvent les historiens ont dit il n'y avait pas de femmes à l'alpage. Or on voit sur cette photo une femme à l'avant-plan sur la droite avec une jeune fille, et ça prouve ce que l'on pensait nous déjà. Vous voyez mieux là? Oh mais il faut rouspéter si ça ne va pas, il faut le dire. Voilà, c'est gentil. On voit bien la dame devant qui coud avec sa fille, et ça confirme quelque chose que l'on pensait déjà. On l'a retrouvé sur plusieurs photographies. On y va en famille. On passe 6 mois à l'alpage et on le passe en famille. Donc madame ne reste pas en plaine. Selon un recensement qui a été fait en 1996, la Gruyère comptait alors, en 1996, 1015 chalets d'alpage, soit les 3/4 des chalets du canton de Fribourg, donc en 1996. L'agriculture gruyérienne, elle s'est orientée dès le XVIIe vers le pâturage extensif au détriment des méthodes intensives d'utilisation du sol, par exemple les cultures céréalières. La Gruyère, elle s'étale d'une altitude d'environ 600 mètres à 2000 mètres, c'est le sommet du Molaison. Voilà. La trace la plus ancienne de la fabrication du gruyère, elle remonte à 1312. Donc ce n'est pas hier qu'on fabrique du gruyère chez nous, c'est une franchise en faveur du Gesnay. Le Gesnay est très connu aujourd'hui, c'est Gstaad. Et ça faisait partie du même comté de Gruyère. Et cette franchise, elle signale expressément un fromage et un sérac fabriqués à l'alpage qui doit être mis au compte. Et puis, quelques temps plus tard, en 1340, on trouve un droit seigneurial qui s'appelle l'onciège, et c'est véritablement là l'ébauche de l'économie fromagère. Ce droit, il précise que les sujets du Gesnay doivent charger la montagne de leurs vaches, c'est le mot employé. Après, on aura armaillé, c'est-à-dire amener des vaches à la montagne, que le seigneur leur fournit le chalet. Ils payent ce droit comment? Bien en fromage, bien entendu, qui sont assimilés aux fruits. En patois, on appelle ça le frais, d'où le mot fruitier,
celui qui fabrique le fromage, ou encore fruitière, endroit où on stocke les fromages. C'est un langage qu'on n'emploie plus du tout en Gruyère, mais qu'on retrouve parfois en France voisine. Mais chez nous, ces mots ont disparu. Si vous demandez à un gruyérien où est la fruitière, il va vous regarder assez bizarrement aujourd'hui. C'est après la guerre de 30 ans, on l'a dit, à la faveur d'accords militaires avec la France, que cela va se développer. Et oui, c'est une histoire de militaires qui va voir les Fribourgeois et les Vaudois aller faire du commerce avec la France. Les premiers avec leur fromage, les seconds avec leur vin. Ça va bien ensemble. C'est-à-dire que comme la France cherche des mercenaires, elle fait des accords avec les cantons suisses pour obtenir des bras, des jambes, c'est-à-dire des militaires. En échange de quoi la Suisse a le droit, ces cantons-là, ont le droit de commercer avec la France. Et c'est en faveur de ces accords militaires, qu'on appelle des accords capitulaires, que la Gruyère se met à exporter en France, et ça devient très rapidement le meilleur client des marchands gruyériens, la France, et en particulier l'armée française. Et encore plus en particulier, la marine. Pourquoi? Très simplement, parce que c'est une marchandise, le fromage, qui se conserve longtemps, qui a des vitamines, et on lui prêtait à l'époque une vertu, celle de lutter contre le scorbut, qui était une maladie qui était très crainte à ce moment-là, particulièrement pour les marins qui étaient longtemps en mer. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le fromage se fabrique uniquement à la montagne. Aujourd'hui, si vous allez en Gruyère, vous allez trouver des fromagers de plaine. À l'époque, c'est uniquement à la montagne que l'on fabrique et pendant environ 20 semaines par année, grosso modo, du début mai jusqu'à la fin septembre, plus exactement jusqu'à la foire de Saint-Denis à Bulle, qui est encore une foire importante et qui se déroule, comme vous le savez, le 9 octobre. En plaine, la fabrication de fromage n'existe pratiquement pas. Elle dépend en principe des patriciens de la ville de Fribourg, c'est-à-dire qu'il y a quelques fromageries privées dans des châteaux, comme à Épande, par exemple. Dès le mois de mai, la Gruyère est envahie par la transhumance de nombreux troupeaux, et ces troupeaux font environ 40 à 80 de vaches. On n'a pas vraiment changé aujourd'hui d'ailleurs, ce rapport-là. Elles portent des senailles, c'est-à-dire c'est ces cloches qu'elles ont à l'avant, qu'on peut encore voir si vous allez voir des Alpes ou des montées à l'alpage, des poyas à l'heure actuelle. En automne, pour cette foire de la Saint-Denis, les bêtes regagnent la plaine avec les hommes, et puis les clarines et les sonnailles résonnent à nouveau. C'est comme ça que s'est créé ce fameux rite de la poya, de la montée au printemps, et puis celui de la rindia, la des Alpes, la descente en automne. Ces rites trouvent leur accomplissement au XIXe siècle, à un moment où la période dorée est terminée, mais c'est un moment où on se met à accrocher à sa ferme en plaine ou aussi au pays d'en haut, vaudois, ces grandes poyas auprès des fermes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film qui passe actuellement, je crois qu'il a aussi passé à Genève, qui s'appelle Le Sentier des Vaches, film d'un cinéaste fribourgeois qui s'appelle Jean-Théo Héby. S'il n'est pas encore passé, qui passe, allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Il fait un espèce de tour du canton de Fribourg des poyas. Et puis vous me reverrez dans le film, on se connaît déjà, ce sera très bien. Le bétail fribourgeois passait l'été sur les gîtes et les alpages. Tout est dans cette définition-là la problématique de l'alpage fribourgeois. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la Gruyère s'étage de 600 à 2000 mètres. Ça ne nous fait pas une énorme distance. La montagne commence à peu près à 800 mètres. On a là des gîtes. C'est-à-dire quand on fait la première partie,
au mois de mai, on s'arrête. Là, on est vraiment sur un chalet d'alpage sur la photo. Le gîte est plus bas. C'est la même chose. C'est un chalet simplement posé plus bas. On a une herbe plus grasse. Et à cette altitude-là, entre 600 et 900, on fabrique le vacherin. Le vacherin fribourgeois, je suis sûr que vous connaissez. Mélangé à la gruyère, ça nous donne, au gruyère, ça nous donne la fondue moitié-moitié. Et ce fromage-là est déjà fabriqué à cette époque-là. Puis ensuite, on monte, on va le plus haut possible et on redescend. Et en septembre, on se retrouve sur le gîte. Ce qui signifie qu'un paysan avec ses 80 vaches n'utilise pas un chalet, mais de 3 à 5, selon les étapes à la montée et à la descente, ce qui explique ce nombre considérable de chalets. C'est dans les chalets que se fabrique le fromage. À la fin de la saison, le bétail est reconduit, comme je vous l'ai dit, sur les gîtes. Et puis là, à nouveau, on fabrique ce vacherin fribourgeois. Voilà. Et puis, ce vacherin et ces fromages, on les amène là, à la Tzintre. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Charmey. Ça se trouve à Charmey, à la sortie de Charmey. C'est un quartier, un hameau qui s'appelle la Tzintre. Aujourd'hui, il est beaucoup plus construit que ce qu'il n'est là. Dans toutes les maisons que vous voyez là, il y a encore aujourd'hui des caves du XVIe siècle. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer la Sixtine, hein, c'est une cave avec un sol plat, avec du bois, et sur lequel on affine le fromage. Pourquoi on les a mis là? Parce qu'on a là un climat assez exceptionnel, enfin, ça dépend, hein, ce qu'on entend par exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement jamais de soleil, et que c'est très humide. Donc exceptionnel, je voulais dire pour le fromage, vous m'avez bien compris, et pour son vieillissement. Un notaire, Pierre-Léon Pétola, en 1791-92, a fait des pesages, pris note des pesages. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, en 1791, on a 96 fruitiers, armaillis, et qu'on a fabriqué 14 377 fromages. Dans cette région-là, la Gruyère, encore dans l'Intiamont, il y a encore 3 fois ça à peu près de possibilités. Et ça pesait 679,054 livres de Charmey. Évidemment, les unités de poids ne sont pas unifiées encore à ce moment-là. Ce qu'on peut estimer, en fonction de ce que l'on sait, c'est qu'on est grosso modo sur les 200 000 kilos de fromage fabriqués en 1791. Et cette production, elle est vendue à 29 marchands. On les connaît, on connaît leurs noms, ça c'est très intéressant. Et ces 29 marchands, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le transporter, bien entendu, en France. Cette production-là, elle s'explique uniquement par la grande quantité d'alpages en activité. On a une centaine d'alpages, ce qui veut dire à peu près 400 à 500 chalets en activité selon les moments. Et puis ces fromages arrivent aussi de la Saint-Gine voisine et de Berne, qui est tout près, Saint-Simon, et du Pays d'en Haut, qui est encore Berne à ce moment-là, bien entendu. Et ces fromages arrivent dans ces caves. On est là au XVIIIe siècle, 1791. C'est le moment incontestable de cette période dorée du fromage qui permet à certaines personnes d'obtenir de très gros revenus. Autre signe de l'importance de ce marché, le sel. Et la volonté de la ville de Fribourg de contrôler ce marché du sel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'État de Fribourg tire un bénéfice assourdissant du commerce du sel qu'on peut estimer à 30 à 40% de ses recettes globales. Pour faire un fromage gras, il faut du sel. Il faut beaucoup de sel. On imagine toujours que c'est pour faire avancer les vaches, oui, mais pas que. Tout l'affinage se fait avec le sel pour que le fromage perde son humidité. Et ça en demande énormément, à tel point qu'en 1674, la ville de Fribourg traite avec Louis XIV.
les ambassadeurs de Louis XIV. Reste qu'il y a aux archives de l'État de Fribourg un accord entre Fribourg et la France, signé par Louis XIV lui-même, et qui fait des salines de Salins et d'Arc-en-Senans les fournisseurs de sel de la Gruyère. Bien sûr, l'État exige que tous ces loueurs de montagne, que ces exploitations achètent le sel dans le canton de Fribourg. On l'a dit, c'est une très grosse source de revenus. Une ordonnance de 1754 prévoit même des sanctions, et des sanctions assez graves pour les contrevenants. Pourquoi? Parce qu'on est tout près du canton de Berne. Et le canton de Berne possède son sel, AB, et pratique d'autres prix. Donc on a à côté des fruitiers un nouveau métier à Charmey et dans la région, contrebandier en sel. Et certains ont fait de la prison, on a retrouvé des documents assez intéressants, entre autres d'un multirécidiviste qu'on a finalement décidé d'expulser de la Suisse. Vous voyez, à l'époque, on n'expulsait pas seulement les étrangers, on expulsait même les Suisses. Un auteur, François-Nicolas Blanc, un Charmaisan qui a vécu à Paris, qui n'a rien publié, mais on a retrouvé un manuscrit de l'histoire de Charmey, disait en 1779 « Le soin nécessaire à la conservation de ces fromages, le loyer des magasins, les frais de transport jusqu'à Bulle, produisent un bénéfice considérable et donnent de l'occupation à la plupart des particuliers. L'affluence de monde que cette denrée amène à Charmey pendant le printemps et à l'été, la vente qui sont faits dans l'automne sont autant d'avantages qui contribuent au bien-être des habitants. » C'est quelque chose qui est très important à ce moment-là. En 1805, un notaire de Montbovon fait une statistique pour le canton de Fribourg, pour l'État de Fribourg, et il parle d'une capacité d'estivage globale du canton de Fribourg, alors surtout la Gruyère, de 16 309 vaches. Comme vous êtes tous très bons en calcul mental, divisé par 80, ça vous donne le nombre de troupeaux. Mais, à cette époque-là, le revenu est estimé à 2 millions de francs suisses. 2 millions de francs suisses de 1805. Estimé à peu près 50 millions aujourd'hui. Ce n'est pas rien du tout comme revenu. On comprend mieux alors l'appellation de siècle d'or du Gruyère, l'émergence de ces marchands, dont certains deviendront de véritables barons, et de l'intérêt que vont porter les familles patriciennes fribourgeoises à ces alpages. Parce qu'il y a évidemment maintenant les propriétaires, et les propriétaires d'alpages, ce sont les patriciens. Ici, on est sur la Fegelena. C'est un nom de famille fribourgeois qui donne cette Fegelena. Les Fegeli, von Fegeli, les moineaux. Et on a énormément d'alpages qui portent encore aujourd'hui les noms de ces familles patriciennes. C'est surtout les familles patriciennes de la ville de Fribourg qui vont devenir propriétaires d'alpages dès la fin du XVIIe siècle. Pourquoi? C'est eux qui envoient les militaires en France. Ils vont gagner sur deux tableaux. On va avoir des alpages au nom des Diesbach, puis on va avoir des contingents Diesbach en France. Donc, on va gagner en louant des mercenaires, et puis on a obtenu, on l'a dit par ces droits capitulaires, la possibilité de commercer avec la France. Donc on va faire ce commerce-là, mais un patricien, ça ne se salit pas les mains, ça ne fabrique pas du fromage, et ça ne le déplace pas. Ça se contente d'acheter la terre. Et dès 1577, on va trouver à Charmey des propriétaires de montagne, la famille de Diesbach, dont je viens de vous parler. Et puis ça va se fixer dans la toponymie. On a là la Fegelena de la famille Fegli. Il y a aussi la Boumandia. Alors peut-être que
vous regardez des fois le téléjournal et que vous avez entendu parler d'un conseiller national fribourgeois qui s'appelle de Beaumont, eh bien c'est sa famille, la Boumondia. Et puis les Montenards aussi vont acheter des terrains. Et là, il y a quelque chose d'assez drôle et un peu coquin. Il y a 2 alpages qui appartiennent aux Montenards. Et il y avait là une dame, une forte dame au XIXe siècle, qui, après son veuvage, dirigeait la famille. Et ces 2 alpages faisaient des trous dans la montagne comme ça. Et les gens de la région appelaient ça les fesses de la Montenard. Au XVIIIe siècle, quelques 100 alpages sur l'actuelle commune de Charmey et 36 appartiennent à ces patriciens de Fribourg dont je vous ai donné les noms. Et puis il y a aussi les abbayes, l'abbaye d'Autrive qui possède à cette époque des alpages sur ces communes gruyériennes. Prenons un exemple, la famille d'Alt qui à la fin du XVIIIe siècle est propriétaire de 15 alpages dans les communes de Planfaillon, Charmey, Estavanon, Châtel-Saint-Denis, Nérivu et Le Paquier. C'est-à-dire qu'en gros, elle contrôle, on peut mettre jusqu'à 3 troupeaux, elle contrôle une quinzaine de troupeaux, ce qui lui permet d'avoir un revenu relativement intéressant, puisqu'on parlait à cette époque-là d'un revenu d'environ 5% de l'investissement. C'est pas mal quand même. Tout au long du XVIIIe siècle, on va assister à une véritable ruée de ces patriciens sur les alpages, ce qui va faire effectivement monter les prix. C'est une emprise aristocratique sur la terre, et ces familles vont en tirer parfois jusqu'à 2/3 de leurs revenus. Au XVIIIe siècle, les alpages appartiennent pour la moitié à des privés, c'est-à-dire ces grosses familles, et pour un quart à des patriciens de la ville de Fribourg et au couvent. Et puis on voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, les communes et les paroisses qui rachètent ces terrains, puisque le commerce du fromage se porte moins bien. Ce qui est le cas aujourd'hui, la majorité des alpages fribourgeois appartiennent à des communes. Les ammodiataires, les locataires. Parce qu'une fois qu'on a acheté le terrain, qu'on y a construit un chalet, il faut des gens pour les exploiter, puisque les propriétaires ne les exploitaient pas eux-mêmes à l'époque, ils les louent. Les contrats sont généralement des contrats d'une durée de 3 ans, et le bailleur fournit le chalet et la chaudière. La chaudière, c'est cette magnifique pièce de cuivre, un chaudron de cuivre dans lequel on fait le fromage. L'ammodiataire, le locataire, on appelle encore ça comme ça dans le pays d'en haut encore aujourd'hui. Au canton de Fribourg, on a dit l'armailly, on ne dit plus l'ammodiataire. Il loue le chalet, il loue le troupeau souvent, et il engage son monde pour la saison d'estivage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il doit aussi entretenir l'alpage. Et ça correspond à des travaux très précis qu'on connaît par ces fameux contrats d'admodation. Prenons un exemple, 1686, un Jacob Bux de Bellegarde, tout au bout de la vallée de la Jogne, signe un contrat avec la famille d'Alt dans laquelle il s'engage à débroussailler et dépierrer l'alpage, à faire le fumage, épandre du fumier sur les gîtes et les montagnes. Donc à chaque arrêt, chaque changement de chalet, il doit fumer. Entretenir les toits du chalet. Chaque année, il s'engage à retourner la moitié des pavillons, de façon à ce que le vieillissement se fasse de manière uniforme. Et il doit remplacer les pavillons fondus ou pourris. On a l'entretien des clôtures en haie de bois, c'est très important, et l'entretien de la chaudière qui est propriété de l'alpage. Le locataire prend finalement tous les risques parce qu'au bout de la chaîne, il est soumis aux conditions économiques. Sa saison dépend du prix que vont lui donner les marchands pour ses fromages, parce que dans son contrat d'ammodiation, c'est un prix fixe. Il ne peut pas négocier, lui, le prix. Et c'est dû, bien entendu, dans tous les cas. D'autre part, les propriétaires étaient extrêmement
bien protégés par le pouvoir patricien, puisque les patriciens sont propriétaires des alpages et détiennent le pouvoir. Et ces ammodiataires se recrutent dans les villages. Il s'agit surtout de gros agriculteurs et non pas des paysans locaux. C'est une émergence d'une classe un peu intermédiaire. Autre acteur de cette pièce de théâtre, c'est les marchands et leur marché. Ici, vous voyez le pont d'entrée à Charmey. Aujourd'hui, il est en béton. Il est là en fer. Et vous voyez une poya. La photo date de 1892, donc on est déjà un peu en dehors de la réussite, mais on se rend compte qu'on arrive maintenant, à ce moment-là, dans une période où on va esthétiser la montée à l'alpage, où on va en faire un objet de marketing touristique. On a à l'avant, vous le voyez, un photographe qui photographie la scène, et le nôtre est un peu plus haut, qui photographie le photographe, qui photographie la scène, ce qui signifie qu'on est déjà dans un moment où on donne une certaine publicité à cette montée à l'alpage. Revenons au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon. C'est à ce moment-là que les marchands fribourgeois, dans leur grande majorité des gruyériens, vont amorcer leur échange de marchandises avec la France. Ils exportent le fromage sur le marché de Lyon, et en contrepartie, et ça on en a retrouvé, j'en ai beaucoup dans mon musée, on a retrouvé au retour, ils ramènent de l'argenterie, de la soierie. Un marchand ne fait jamais un voyage à vide. La plaque tournante de ce marché, c'est Lyon. C'est là que le gruyère est vendu, souvent à ce client privilégié dont je vous ai parlé, c'est la marine. Les privilèges dont bénéficient les marchands suisses sont négociés dans ces traités militaires, les actes capitulaires, en échange de mercenaires, de régiments suisses. La Suisse peut donc faire ce commerce. Tout cela est consigné dans de nombreux traités. Alors il y a des périodes fortes puis des périodes faibles. Il y a des moments où la France, où les rois enlèvent un droit, en remettent un autre. Il y a des négociations continuelles. Et le marchand gruyérien a donc, lui, le droit, grâce à ces accords, de franchir la douane sans payer de droits de douane. Alors on est dans un paradoxe. Quand il traverse la Suisse, pour aller de Charmey à Genève, il se fait 5 péages. Mais après, plus. Pour entrer en France, il est inscrit à la douane, il a déposé une marque sur laquelle figure son nom, on marque les fromages, bon, on les marque toujours aujourd'hui aussi, sauf qu'aujourd'hui on a un petit peu informatisé la chose et que l'on met des numéros sur les fromages. À l'époque, on mettait des initiales. De Charmey, on va descendre direction Gruyère avec S, là où il y a le château, puis remonter l'Intiamont. À dos de mulet, les fromages sont mis dans des tonneaux. Quand je suis devenu conservateur du musée de Charmey en 1992, j'ai trouvé une statistique où on trouve au XVIIIe siècle 6 tonneliers à Charmey. Je savais qu'ils buvaient beaucoup, mais tonneliers, voilà, des tonneliers à fromage, c'est un métier qui a complètement disparu. Il ne faut pas du tout imaginer un tonneau avec du fer, etc. Ce sont plutôt des écorces que l'on enserre ferme autour du fromage. C'est un métier. Cela partait jusqu'au col de Jamont, puis on descendait sur Vevey. À Vevey, on sait par la municipalité de Vevey qu'au XVIIIe siècle, la municipalité de Vevey a décidé de planter des marronniers le long du lac pour permettre aux gruyériens d'entreposer leur fromage à l'abri du soleil. Puis ça partait en barque plate, direction Genève. Les tonneaux étaient débarqués ici à Genève, au quai du Mollard. Ils étaient amenés aux Halles et de là, ils étaient vendus. C'était là que se faisait la transaction finale, ici à Genève, à des marchands et à des transporteurs français. Et on chargeait cela à dos de mulet, direction Seyssel en France voisine,
À Seyssel, nouvelle opération, on retourne sur les bateaux et on va jusqu'à Lyon, où à la fin du compte, on le vend au plus offrant, entre autres à la marine française. Ce n'est pas un voyage facile, c'est un voyage qui comporte de nombreux risques. Aujourd'hui, j'ai fait ce voyage-là. J'ai fait Charmey-Genève ce matin. J'ai mis, malgré les inévitables problèmes de circulation que connaît votre ville, pour parquer ici dessous, j'ai mis exactement 1h15. À l'époque, il faut 12 jours. Ça change. Et avec des risques, puisqu'à plusieurs reprises, les barques sur le Léman, elles font naufrage. On a retrouvé un François-Pierre Pétola qui, en 1715, le pauvre, s'est noyé sur le lac Léman, avec tout son embarquement. Jean Pétola, un autre de ses marchands, lui, s'est ruiné en 1719, après avoir été pillé une fois par des pirates et avoir fait 2 naufrages. Enfin, il cumulait les difficultés. Et on a retrouvé une lettre que ce Jean Pétola a écrite à son épouse. Il est sain et sauf et il décrit comment il voit, lui, ces fromages qui flottent sur les eaux du Léman. Au risque de la navigation, il faut rajouter le brigandage, les pirates sur le lac, puis après, sur les routes, les brigands. C'est un produit recherché, un produit qui se vend facilement, donc bonne occasion de voler le marchand. Le voyage de la Gruyère jusqu'à Lyon, il faut compter une vingtaine de jours. C'est un véritable équipé. Au XVIIIe siècle, il y a le marché italien, on l'appellera comme ça, parce qu'on devrait peut-être plutôt dire le marché savoyard, c'est Turin, qui s'ouvre au fromage du Gruyère à ce moment-là. Le chemin est le même jusqu'à Seyssel, hein. Mais après, depuis là, les fromages rejoignent Turin encore à dos de mulet. Mais là, le fonctionnement est différent avec les marchands italiens. C'est eux qui viennent en Suisse, c'est eux qui viennent à Charmey, qui viennent à Montbovon, et c'est eux qui font le voyage et qui transportent leurs propres marchandises. Plus d'un marchand, donc, on a parlé des risques, mais il faut quand même être honnête, plus d'un marchand s'est enrichi à ce jeu-là. À la mi-septembre, les marchands fixent les prix entre eux d'achat du fromage, font l'avance des frais de transport. Et ensuite, ils vont fixer les prix sur le marché de Lyon. Il y a un petit détail amusant. 17 onces de fromage de Charmey représentent 14 onces à Lyon. Donc, sans rien faire, le garçon, là, il met 22% dans la poche, sans rien faire du tout, puisque ce qui pèse 17 kilos à Charmey n'en fait plus que 12 à Lyon. Bien entendu, le paysan, le fabricant, n'est pas vraiment mis au courant. C'est 20% pour le marchand. De nombreux marchands se sont enrichis de cette manière-là et en transportant les fromages, comme on a un exemple très fort, c'est François Pétola. Si on a des exemples de faillite, en 1780, il achète une très grande maison qui appartenait à un couvent à l'entrée de Charmey. C'est une maison qu'on peut encore voir. Il y fait construire une maison en pierre, entièrement en pierre. Là, il faut les transporter. Et puis, on mange avec des cuillères en argent. La maison occupe 3 domestiques, une servante. Il a même été admis dans le patriciat fribourgeois, c'est-à-dire qu'il est devenu de Pétola. Ça, c'est un peu une spécialité fribourgeoise. On attend alors l'apogée de la réussite des barons, avec de nombreuses constructions en Gruyère. On a le château de Charmey à l'entrée, on a la maison du Banneret, on a de nombreuses chapelles. Ce marché-là se voit encore très bien dans le paysage. Et puis, ces marchands de fromage se mettent à former de véritables dynasties. Le commerce passe de père en fils. On va même jusqu'à faire en sorte que les initiales soient les mêmes. Ça vous évite de changer la marque sur les fromages. Eh bien oui, c'est tout ça d'économiser. Hein? François Pétola, Francis Pétola, François Pétola. Ce qui, pour les généalogistes, est un sport très particulier pour repérer duquel on parle. Parce qu'on a des François et des Pierre Pétola en veux-tu, en voilà, aussi des François et des Pierre Niquille
qui sont ces grands marchands, ces grandes familles de marchands, qui vont finir au XVIIIe siècle par devenir des banquiers. Ils ouvrent à Fribourg des guichets où ils prêtent leur argent. Ils deviennent des usuriers. Et ils prêtent à un taux finalement pas si mauvais que ça, puisqu'on a retrouvé plusieurs contrats à 4,5%, ils prêtent leur argent. Avec le marchand de fromage, on le voit, c'est une nouvelle catégorie sociale qui émerge en Gruyère. Les enfants de ces gens-là vont accéder à quoi comme formation? Souvent au barreau, au notariat. En 1910, on a 5 notaires à Charmey, 1100 habitants. Ça montre quand même qu'il y a eu de l'activité. Mais finalement, le but ultime de ces familles, c'est d'accéder à la marche supérieure, celle des propriétaires, c'est-à-dire de devenir patricien. Il y a une loi fribourgeoise à ce moment-là qui fait rire les grands d'Europe, dont Frédéric de Prusse, qui est à Neuchâtel, n'oubliez pas, et qui dira des Fribourgeois qu'ils ont inventé l'auto-anoblissement. C'est un peu ça. On peut acheter et devenir deux. Ce qui fait que si vous regardez dans Google ou autres directories sur Internet, les évêques et les autres, vous verrez qu'on a beaucoup de deux. Voilà. On a la double crème, mais on a aussi, dans le canton de Fribourg, une quantité de familles qui se sont anoblies. La dernière fournée autorisée, c'était en 1783. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de ces marchands ont profité pour devenir des deux quelque chose. Revenons maintenant à celui qui était un peu moins favorisé, le paysan, l'Armailly. Alors je vous présente Émile, la photo a été faite en 1895. Ce petit garçon, on l'a retrouvé, il a vécu 92 ans. Vous voyez qu'en Gruyère, non seulement on fait du fromage, mais voilà. Ce garçon a sur la photo 9 ans à ce moment-là, et on engageait ces enfants que l'on habillait en Armailly pour les premiers touristes qui venaient à Charmey dans ces périodes-là, 1895. Voilà, donc ça, il est magnifique, le petit Émile, juché sur son rocher. Il va nous permettre de parler de l'Armailly et du paysan. Le paysan, le mot ne signifie pas du tout agriculteur à ce moment-là. Ce n'est pas une fonction, pas une profession, ça ne qualifie qu'une seule chose, habiter le pays. Autochtone, si on préfère, aujourd'hui. Le paysan est celui qui habite le pays. Il est au bout de la chaîne, c'est l'ultime maillon de cette économie fromagère. Alors, il est du mauvais côté du chalet, de la chaudière, il est du mauvais côté de tout. Parce qu'il survit comment? Il survit en cultivant son petit lopin de terre. Il élève une ou deux vaches, quelques chèvres, des brebis, de la volaille. Il n'est pas propriétaire, le terrain ne lui appartient pas. Il a le droit au commun. Et ces communs, ce sont des terres permettent aux paysans de cultiver quelques carottes afin de survivre. L'été, il va vendre ses bras à la montagne. Ah ouais, là, c'est maladroit. Finalement, comme le disait l'historien Roland Ruffieux, il est beaucoup plus riche en enfants qu'en terre. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, cette terre, elle va lui manquer parce qu'il va le falloir toujours plus de terrain pour fabriquer toujours plus de fromage. Donc, on va lui demander d'arrêter ses carottes et on va faire de l'extensif sur pâturage au détriment de tous les lopins de terre, au détriment des communs. Et on va se retrouver entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec des gens très riches et des gens très pauvres. Et c'est ces gens-là qui vont émigrer. Il y aura une émigration au Brésil, en Argentine, Nova Friburgo, vous en avez au moins une fois entendu parler. Et puis, en France voisine, alors le canton de Fribourg, au début, laisse partir ces gens. Ensuite, on retrouve, dès 1715, des engagements. Il a le droit de partir, mais il s'engage à ne pas fabriquer de fromage en France.
Ce qu'il se dépêche de ne pas faire, c'est la seule chose qu'il sait faire. Donc il va fabriquer du gruyère, et puis vous connaissez la suite de l'histoire, le gruyère à trous des Français. Voilà. Chez nous, on peut parler d'un théorème gruyérien. Là où une vache réussit à se tenir, on déboise et on fait du fromage. Et regardez les paysages gruyériens, si une fois vous avez l'occasion d'aller en Gruyère, vous verrez que c'est encore aujourd'hui le cas. On a déboisé, on a des paysages très ouverts, tendance à des refermetures aujourd'hui, puisqu'on a un petit peu moins de chalets en activité. Vous imaginez qu'entre 100 en 1786, l'année passée, il y en avait 16 en activité. Finalement, il reste très peu de terre à ces paysans qui sont obligés, pour la plupart, de s'expatrier, en tout cas à l'intérieur de la Suisse. La fin de l'âge d'or, on retrouve là une poya au centre du village de Charmey, et là on voit bien, on est en 1898, on vient de construire, on peut connaître la date de cette photo d'une manière impeccable, puisqu'on a cette grande maison blanche, cette maison italienne blanche, qui vient d'être construite, et on sait qu'elle a été construite en 1897. Et là, c'est vraiment une montée à l'alpage, et on voit qu'on est déjà dans du tourisme. On voit je crois que ça s'inverse ou pas? Bon, oui, sur la gauche de la photo, vous voyez le drapeau du chœur mixte, enfin c'est le chœur d'homme à ce moment-là, du chœur d'homme de Charmey, qui est en dépôt. Donc on est déjà dans une fête, on a esthétisé, on vient chanter, on vient présenter à des étrangers, à des visiteurs, nos traditions. En 1789, Révolution française. Ça met un point final à cet âge d'or. Ça a duré encore 3 ans, hein. On avait des chiffres tout à l'heure de 1791. C'est en 1793 qu'on ferme le marché de Lyon. Puis le nouveau patron de la France ne signe plus les mêmes accords militaires avec la Suisse. Donc, on se retrouve avec du fromage qu'on ne peut plus fabriquer, et le mal, le pire, on va le voir, c'est les mercenaires. Ceux-là, ils vont revenir en Suisse. Et ça va nous changer beaucoup de choses. En 1794, l'économie fromagère cherche un second souffle. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que la création des coopératives de fromage d'alpage, pour que ça repart un siècle un petit peu dans la semoule, à défaut de fromage, où Charmey tiendra le record avec une ville qui s'appelle Dudingen-Gain, en Saint-Gine, de village ou de commune la plus pauvre du canton de Fribourg, après avoir été assez riche. On pourrait définir ça comme une solide crise économique. D'autant plus que les gruyériens au service de la France rentrent après la dissolution des contingents suisses. Ça fait de nouveaux bras où c'est selon de nouvelles bouches à nourrir. Et cette région passe alors pour regorger de révolutionnaires. Ces mercenaires qui rentrent de France, on les appelle les retours de France. Et ces retours de France vont un peu chahuter. Évidemment, ils ont vécu en France. Ils ont lu les gazettes. Ils ont lu le Moniteur. Ils ont connu les événements de la France. Ils rentrent en Suisse, désœuvrés, fréquentent les cabarets. Et alors, l'alcool aidant, voilà, il y a des moments où ils se laissent aller, criant dans le village. On a 2 cas comme ça, de gens qui ont été mis en prison parce qu'ils ont crié « Il faut mettre la guillotine à Charmey ». Ça ne passait pas très bien, alors, comme ça. Hein. Et on avait un curé, le curé Douce, qui, lui, n'a pas hésité à démêler un peu les fils. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des lettres aux patriciens de Fribourg et il disait « tel monsieur a dit telle chose au cabaret ». Et la police montait de Fribourg, à tel point qu'en 1796, on a eu une magnifique mutinerie au centre du village, avec les conscrits, avec ces retours de France qui se sont opposés à la police. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu des blessés, mais il a fallu envoyer les soldats de la ville de Fribourg pour calmer
le petit village de Charmey. La confusion règne, et en fait, que demandent les Charmezans? Les Charmezans demandent tout simplement, comme les gruyériens, pouvoir fabriquer du fromage et de pouvoir en vivre, puisqu'ils ne peuvent plus à ce moment-là. Cette tension va trouver son aboutissement lors de l'arrivée de l'armée française en 1798 à Lausanne. Vous savez tous que c'est en mars que nos amis vaudois sont devenus vaudois, en faisant la République lémanique. Et que fait Charmey? Elle envoie à Lausanne, parce qu'il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet, mais on savait les choses, elle envoie le même jour à Lausanne 2 émissaires pour faire partie de la République lémanique. Donc la Gruyère veut cette liberté. Et ça va chambouler évidemment les choses avec l'arrivée de l'armée française déjà le 2 mars sur Fribourg, et ensuite sur Zurich, et ça devient la République helvétique. Ça met un terme définitif à l'âge d'or du Gruyère. Il n'y aura plus. Par contre, avec la Restauration en 1815, ça va quand même relancer sérieusement l'activité fromagère en plaine. Et aujourd'hui, le Gruyère ne se porte pas si mal en plaine. C'est le Gruyère d'alpage qui est beaucoup plus difficile à maintenir. Et le 19e siècle, je vous l'ai dit, ce sera celui d'une extrême pauvreté avec un cortège d'émigration en France, au Brésil, en Argentine. Mais finalement, qu'est-ce qui reste de cette extraordinaire épopée du Gruyère? Il reste le souvenir érigé en mythe autour d'un personnage central, l'Armailly. Il entre déjà dans la 2e fête des vignerons en 1819. Et l'Armailly, ça devient une vedette, un passage obligé. Et puis autour d'un certain Sylvestre Pidou, ce sera la création de ce genre pictural, la poya, qui connaît encore son succès aujourd'hui. On accroche encore des poyas aux fermes. Le paradoxe de cette histoire, c'est que pendant l'activité, pendant l'expansion de ce fameux marché du fromage, l'Armailly, la vache, ce ne sont pas des mythes. On sculpte des cuillères à crème dans les chalets, on met des gentianes, on met des fleurs, on met des femmes, on ne met pas de vaches. On ne sculpte pas d'Armailly. Après, oui, une fois que tout cela est terminé, eh bien, après la chute, c'est l'alpage qui devient un mythe. Et tout ce qui touche de près ou de loin est ritualisé. La preuve, c'est ce dont vous a parlé Jean-Marie Marquis. L'AOC veut réattaquer le marché français, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait le voyage de la Gruyère à Lyon. On ritualise le passé, on apprête les restes, de manière à faire comprendre que ce fromage a une très longue histoire. Puis finalement, authenticité et tradition se le disputent à la fin de cette histoire. Et juste vous montrer cette dernière photo avec la dent de Braux, et puis cette magnifique vache un peu nippone, qui elle a disparu, c'est elle qui a fait les frais du voyage. La race fribourgeoise a disparu, il n'y a plus de vache fribourgeoise, c'est une Holstein, comme ils disent chez nous, Holstein, qui a été obtenue à partir de croisements sur une bête un peu plus solide et moins à 2 mains, puisque la vache fribourgeoise avait cet avantage de donner aussi une assez bonne viande. Et finalement, eh bien voilà, le fromage existe toujours, mais la vache fribourgeoise que vous avez là, petite, très rustique, a elle disparu dans les années 60 afin de permettre à l'agriculture, a-t-on dit et dit-on encore, de s'adapter à l'économie contemporaine. Merci de m'avoir supporté. Merci de votre présence. Alors on va passer aux réponses des questions, c'est plus facile comme ça. Dans combien de pays le gruyère est-il exporté aujourd'hui? C'est toujours très difficile, vous avez affaire à un historien, pas un agent du marketing du gruyère AOC. Alors, certainement dans beaucoup de pays, mais je suis dans l'incapacité de répondre à cette question de manière
précise, même si j'habite à 50 mètres des bureaux du Gruyère. Oui, je pourrais le leur demander, c'est une question intéressante, mais en tout cas, en Europe, d'une manière claire, pour le reste, je ne peux pas le dire. 2 mots sur l'histoire du grand chalet en bois de Rossinière. Le grand chalet, vous voulez parler de la maison dans laquelle Balthus a habité pendant de nombreuses années? C'est à celui-là que vous faites allusion? Ok. Alors, Rossinière est dans le canton de Vaud, dans le pays d'en haut et pas en Gruyère. À partir de 1542 à peu près, le comté de Gruyère cesse d'exister et les terres du comté de Gruyère sont divisées. Fribourg, la ville de Fribourg, prend la partie gruyérienne et les Bernois prennent le reste. On peut le dire comme ça. Depuis lors, le pays d'en haut est redevenu vaudois. Alors, c'est effectivement un marchand de gruyère, parce qu'ils font aussi du gruyère à ce moment-là. C'est un marchand qui a construit ce chalet avec des caves dessous, mais au départ, il l'a construit comme hôtel, parce qu'il l'a construit au XIXe siècle. Voilà. C'est un hôtel construit par un de ces barons du fromage qui a aussi exporté son fromage en France et dont la famille a fait fortune. Balthus, lui, est tombé amoureux de ce chalet dans les années 70. On passe devant avec le train. Il l'a trouvé très beau et avait les moyens de se l'offrir. Voilà. Je crois qu'il y a une autre question sur la région. Voilà. Le fromage Etiva est-il en Gruyère? Ça nous permet, avec le grand chalet, de faire le lien. Quelle est la différence entre l'Etiva et le Gruyère? C'est le même fromage à la base, c'est du Gruyère. Mais face à cette difficulté de marketing, face à cette énorme difficulté d'obtenir une AOC qui n'a été obtenue qu'à la fin des années 90, déjà à partir de 1914, les producteurs vaudois du pays d'en haut ont décidé qu'ils ne produiraient leur fromage qu'à la montagne. Et l'ont appelé l'Etiva très vite pour lui donner une différence avec le Gruyère, où de nouveau on est en pleine confusion entre gruyère de montagne et gruyère de plaine. On a le gruyère d'alpage, parce que maintenant on vous dit vous voulez du doux, vous voulez du... Il n'y a pas de fromage doux, il y a un fromage qui est plus ou moins affiné longtemps et qui ressort plus ou moins son sel et ses caractéristiques. Donc l'Etiva est un fromage plus corsé, fabriqué à la montagne uniquement l'été et qui est à la base la même chose que le gruyère. Sauf qu'aujourd'hui, il a son propre AOC. C'est un très joli coup de marketing, un bel exemple de coopérative du XXe siècle. C'est démarré en 1914. Quelle est la production du gruyère aujourd'hui? Voilà, de nouveau, je ne suis pas responsable du marketing du gruyère AOC. Je dirais ce que je sais, c'est qu'elle est légèrement supérieure à celle du XVIIIe siècle, mais en plaine, en montagne. Ça, je peux vous comparer. Aujourd'hui, tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est de la montagne. Aujourd'hui, il y a encore, du côté gruyérien, 16 chalets en activité. Donc environ 7 armaillis. Et voilà quoi. La moyenne d'âge, elle est quand même autour des 50 ans. Il faudra trouver des gens qui veuillent bien continuer à aller faire ce travail à la montagne. D'où vient le sel pour le fromage? Alors, d'où il vient, je ne sais pas, de nouveau, je ne travaille pas. D'où il venait, je sais. Il venait d'Arc-et-Senans pour la partie fribourgeoise, les Fribourgeois ayant signé un accord avec le roi de France. Pour les Vaudois, pour l'Etiva de l'époque, il venait des salines de baie. Quelle différence entre le fromage gruyère AOC et le fromage de l'Etiva? J'ai déjà répondu à cette question. Je pense c'est les mêmes types de fabrication, les mêmes méthodes de fabrication. C'est deux régions contiguës, mais c'est des AOC différentes aujourd'hui. Les barons du fromage, il y a eu des barons du fromage bien après, puisqu'après il y a eu tous ces gens qui se sont enrichis avec le droit avec l'obligation d'achat. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a retrouvé les barons du fromage en Suisse, mais d'autres, alors pas chez nous,
puisque la Confédération assurait l'achat du fromage. Et la Suisse a fait, du marketing jusqu'aux États-Unis. On a dépensé beaucoup d'argent du contribuable pour vendre à prix cassé du fromage qu'on avait acheté à prix fort aux paysans. Depuis 1985, il n'y a plus d'obligation d'achat, donc on a vu l'apparition des AOC, on a vu aussi l'apparition d'une qualité nettement améliorée. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai répondu à toutes les questions.